Bonjour. Bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. On est 5 pour l'instant, mais les autres n'ont pas leur caméra allumée. Non, ils veulent se cacher. Oui, peut-être qu'ils sont à l'écoute, peut-être pas. Ah, Antoinette est là. Bonjour Antoinette. Je t'entends pas. Ah Les oui, micros sont sur... Tu parles français, Antoinette? un peu. D'accord. J'apprends. Très bien. Il y a un début à tout. On va attendre un peu que les gens arrivent. On verra combien il y en aura, hein. Vous m'entendez bien? Euh, pardon? Do you hear me well? Oui, oui. D'accord. Très Oui, bien. on t'entend bien, on t'entend bien. Super. Attends, moi je vais baisser mon son. C'est un vernissage, hein? Du coup, on a le droit d'une petite bière, non? Ah, je t'entends plus. Je vais aller m'en chercher une. Très bien. Ouais, je reviens. Ok. Antoinette? Oui. It's kind of an opening, so if you want to pour yourself a drink, feel free to do that. Ok. J'ai mon thé. Mais c'est une opportunité pour exprimer le français. Oui, c'est une bonne idée. Oui. C'est tellement compliqué de se connecter sur le lien que je pense pas que les grands gens qui vont se connecter. S'ils ont l'événement sur Facebook, charger des communications. Ah oui, d'accord. Hop, on est rendu 5. Bon, ben, santé. Moi, je vais... Hey. C'est l'heure de l'apéro après tout, hein. Ben oui. C'est pour ça qu'on fait ça à 6 heures quand même. À 18 heures, ouais. Ouais. On attend jusqu'à E5, jusqu'à E10. Oui, on peut attendre, ben, c'est libratoire. Hein? Ouais. C'est libratoire. On va attendre un peu, on va voir. Bonjour Muriel. Je sais que Muriel est... Ah. Bonjour Julia. Bonjour, c'est Muriel. Bonjour. On n'a pas la vidéo pour toi, ça va, Muriel?
Ah, OK, je peux bien me mettre visible. On peut le faire en anonyme, il n'y a pas de souci. Santé, oui. Bonjour. Bonjour. Ici, c'est bonsoir au Bonsoir, oui. Nouveau-Brunswick. Au Nouveau- Ah ben oui, wow! Ah, d'accord. Il est 21h, même 22h. 22 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. 4 heures de Comment, différence. comment Je me est-ce que suis tu as entendu parler du vernissage visite d'atelier? Ben, j'ai un collègue de Saint-Jean qui a reçu le bulletin du D'accord. Centre des arts. Puis, il m'a fait parvenir le courriel parce on est en train de discuter de peut-être faire des expositions virtuelles avec le COVID, là. Oui. Puis peut-être faire des rencontres. On fait normalement des rencontres avec l'artiste et le public. Puis quand j'ai vu que il allait avoir une visite de ton studio, de ton atelier, je dis, ah, ben c'est l'occasion de voir comment ça fonctionne. Puis ça peut peut-être me donner des idées pour nous de notre côté. Oui. Ben, on va faire en sorte que ça fonctionne bien, hein. C'est la première fois que je fais ça. J'ai fait une visite d'atelier la semaine dernière, mais c'était juste une vidéo. Du coup, c'est la première que je vais faire interactive. Alors, ça va être intéressant. Ouais. Mhm. Moi, j'ai très hâte de voir, en tout cas, ton atelier, Elsa, pour voir un peu le monde derrière l'artiste. Ça va être intéressant, oui. Ouais. Vous voulez qu'on commence? Faut commencer Ben, maintenant. oui, ben oui, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre ou plus tard à poser des questions, il n'y a pas de souci. OK. Donc, là, je suis en fait dans mon atelier, au centre de mon atelier. Je vais vous faire un petit tour rapide. Donc, voilà. Ça, c'est l'espace où je peins. Vous voyez derrière moi. C'est des grands tableaux. Donc oui, il y en a un très grand, celui qui est juste là. Ouais, c'est beau. Et merci. Il est vraiment pas fini. Je sais pas trop où je vais aller avec ça. Mais ça, donc j'en ai un qui est aussi grand que ça, qui est déjà fini. Donc il est roulé et il est derrière le truc jaune qui est là. Mhm. C'est ce tableau, le tableau de la même taille que j'ai déjà fini. Du coup, il est dans un coin en attendant un endroit qui pourrait l'accueillir, un endroit qui est assez grand. Et donc voilà, donc ça c'est en cours, ça me prend des mois et des mois parce que je commence, j'arrête, je continue, j'abandonne tout. Je sais pas si ça se voit, mais en haut là j'ai en fait un rail avec un rideau. Et donc il y a des fois où j'en ai marre, alors je couvre mon tableau complètement et j'ai un rideau qui me sert aussi à essuyer mes pinceaux. Je vais vous montrer, c'est assez drôle. Ça me sert aussi de rangement derrière. Et donc c'est mon rideau. Ah, c'est Plein de bien. peinture. Du coup, ça me rappelle que quand même, non, il faut que je peigne, mais je n'ai pas à voir ce que j'ai fait. Ah, c'est bon, ça. Sinon, un truc qui est intéressant, c'est là, ce mur-là, ce bout de mur. C'est des dessins, c'est des cartes postales, c'est du griffonnage que j'ai fait. Et donc, en gros, c'est souvent ce qui peut m'inspirer, c'est des idées que j'ai eues. Ou celui-là, c'est la théorie des couleurs de Kandinsky. Ça, c'est une œuvre de Kandinsky qui est bien trop petite là, mais bon, on fait comme on peut. Tenez, ça, c'est le grand tableau que j'ai fini. Donc, c'est juste une petite carte postale. Et donc, en gros, c'est le mur qui me dit j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, parce qu'il y a aussi des trucs que j'aime pas du tout sur ce mur, qui me disent du coup, qui me rappellent qu'il faut pas que j'aille dans cette direction. Ah, Si j'ai des gros ratés, je me le mets là en rappel pour me dire non, là, c'était pas bien. Donc voilà. Et donc, quand je peins en grand, ce que j'utilise, c'est ce qui est là. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas vraiment. Attendez, je vais tourner ça. J'essaye de pas trop vous donner le tournis, je suis désolée. Ça qui est derrière, c'est les gros pots de peinture que j'utilise, les énormes brosses. Et c'est de la peinture Home Depot, parce que sinon ça me coûterait vraiment trop cher en grand format de faire avec Opus ou quoi que ce soit d'autre, Golden, tout ça. Et quand je peins en plus petit, c'est ce qui est là. Donc ça, c'est des pigments un peu plus chers quand même, et un peu mieux.
Donc, quand je suis en fait près du stage de finition avec mes grands tableaux, c'est là où je prends les plus beaux pigments en fait et que j'embellis ce que j'ai déjà commencé voilà. Bref, j'essaie d'améliorer les choses. Ça, en gros, c'est mon espace de peinture. J'ai aussi ici, j'ai une comment on appelle ça déjà? Un chevalet? Un chevalet, merci. Pour quand je peins plus petit, parce que souvent, donc, ce que je faisais, c'est des trucs au fusain, des dessins au fusain et au pastel, comme celui qui est là au mur. Et j'ai l'habitude, en fait, de faire ça à plat, sur une table ou même par terre. Je faisais beaucoup de choses par terre, mais avec le mal de dos que j'ai à cause d'un accident qui s'est passé il y a quelques années, il a fallu que je m'adapte, que j'achète un chevalet. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu arrêté le fusain, parce que si c'est pas à plat, j'ai pas autant de contact avec, je peux pas autant m'amuser, je peux pas. La résistance du sol est quelque chose qui me plaît énormément. Du coup, j'ai un peu arrêté le fusain, je me suis concentrée sur des formats plus grands, du coup, faire de l'acrylique, parce que l'huile, ça sèche vraiment pas assez vite, c'est mon espace de vie aussi. Ça va vous faire rire. Ça, là, à Ouais. côté de mon chevalet, c'est mon lit. C'est mon lit. Ah, OK. Du coup, tous les soirs, il faut que je pousse tout dans tous les coins. Mes meubles bougent en permanence. Les copains rigolent beaucoup parce que chaque fois, c'est différent chez moi. Et du coup, je me suis mis à l'acrylique plutôt qu'à la peinture à l'huile. Et faut que je fasse attention parce que du coup, la peinture, ça gicle partout. C'est pas évident tout le temps. Il y a du papier au mur pour protéger, mais j'ai des flaques, mon sol est café de peinture. Bref. Je me demandais aussi si tu avais un atelier qui était séparé de ton... Non, je me doutais aussi, bon, à Vancouver ou dans la région de Vancouver, c'est assez cher. Les ateliers d'artistes se font assez rares également. Donc, je me demandais aussi comment est-ce que tu faisais, où tu créais et tout. Ouais. Et là, je vais déménager en juillet. Je déménage à Maple Ridge. OK. Là, j'espère avoir un atelier qui serait séparé de mon espace de vie. Je vais voir comment ça se passe. C'est une nouvelle maison, c'est une nouvelle donne complètement. Du coup, on va voir au bout du compte. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je gère. Donc ça, c'est pour mon espace de peinture. Et après, souvent, ce que je fais, c'est que comme vous avez vu, là, il y en a un qui est au mur, celui qui est là. Ça, c'est un truc à l'acrylique que j'ai fait il y a pas mal de temps. C'était un des premiers. Mais donc, chez moi, il y a aussi un escalier. Ah! Et mon escalier me sert en fait de librairie. Donc, j'ai plein de bouquins partout, sur les marches, sur le côté. C'est un peu le boxon, mais je m'y retrouve. Et donc, mes aspirations, par exemple, là, on voit, c'est Sonia Delaunay. J'aime beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. C'est très expressif et très coloré. Parce qu'au début, comme je faisais quasiment uniquement que du noir et blanc, comme ça, là, il y a un peu de violet, en fait. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais au départ, je faisais vraiment des trucs très, très monochromes et beaucoup de noir. Et du coup, en fait, en regardant Sonia Delaunay et Picasso, tout ça, ça m'a donné le courage de passer au-devant et de tester la couleur. Il y a aussi un bouquin de Georgia O'Keeffe. J'aime énormément ce qu'elle fait. Là, ce que j'ai en cours, en fait, c'est parti d'une idée qui partait d'un de ces tableaux et après, bien, effectivement, mettre ma patte, tout ça, et puis changer un peu tout. Mais c'est vraiment parti de l'idée de ces courbes très, très fluides. Et puis essayer de voir si je pouvais avoir en fait un mélange de ces couleurs, de ma pratique au fusain et de voir ce que je peux arriver. Et puis ça a évolué et là c'est plutôt un test maintenant de à quel point est-ce que je peux pousser le blanc dans mes peintures parce que j'ai fait beaucoup de noir, j'ai fait pas mal de couleurs et maintenant je me dis tiens on va expérimenter un peu avec le blanc et voir ce que ça donne parce que je suis autodidacte. Du coup en fait ma librairie c'est aussi mon espace d'apprentissage. J'apprends beaucoup de ce que je vois avec ce que j'aime pas, tout ça. Donc, oui. Ouais. Je me demandais, excuse-moi, tu dis que tu es autodidacte. Excuse-moi, j'ai plein de questions qui Oui, vas-y. Dans ta description sur l'exposition virtuelle, tu disais en fait que tu avais un mentor qui t'avait un peu redonné pas le goût, je ne veux pas non plus mettre des mots sur ce que tu as dit, mais
cette passion-là, revivre la passion de retravailler le dessin, la peinture et tout. Est-ce que c'est un mentor qui te montre certaines techniques ou c'est plus une inspiration, en fait, ce mentor-là? Alors, c'est uniquement une inspiration parce que cette personne, en fait, est un poète. OK, OK. Du coup, il peint pas du tout. Il gribouille un peu. Ses dessins sont super mignons. Mais c'est plutôt... On regarde beaucoup de livres ensemble parce que c'est lui qui m'a aussi initiée à la peinture abstraite expressionniste américaine. OK. Et avant de le connaître, je ne connaissais pas du tout ça. Je ne savais pas que ça existait. Et du coup, en fait, on discute beaucoup et c'est plus une motivation qui m'apporte. Et c'est un échange, on parle poésie, on parle peinture. Et au bout du compte, on ressort tous les deux, on a envie de faire plus, on a envie d'aller de l'avant. Il m'offre beaucoup de bouquins. Donc, beaucoup de bouquins sur la peinture. Il y en a un qui m'a offert récemment qui s'appelle Nine Street Women. C'est l'histoire de Joan Mitchell, Grace Hartigan, Lee Krasner, Helen Frankenhaller et Hélène... une autre Hélène. Bref, et c'est l'histoire de ces 5 femmes à New York qui sont des monstres de la peinture qu'on connaît très peu en fait parce que c'est les hommes qui ont été publicisés, pas vraiment les femmes. Et en fait, en m'offrant ce livre, non seulement il m'a fait apprendre ce qu'est la vie de ces femmes, mais aussi toutes les 2 pages, je pouvais plus lire, il fallait que je me mette à peindre parce que ça me motivait énormément. Du coup, c'est dans le sens où c'est vraiment mon mentor, il me pousse, il m'encourage à faire plus en permanence. OK. Ça, c'est vraiment bien. Donc sinon, pour les autres inspirations, j'ai des bouquins de Rothko, j'ai John Mitchell, on voit aussi. Il y a aussi des Européens comme Henri Matisse, Picasso, Toulouse-Lautrec, que j'aime énormément. Et puis il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la peinture, qui sont par exemple celui-là, c'est Chihuly. C'est un Italien qui fait beaucoup de sculpture en verre. Il y a une grosse de ses œuvres qui a été acquise par le Musée d'art des Beaux-Arts de Montréal. C'est un gros soleil, en fait, qui est en avant du musée. Si on cherche Chihuly, c'est une des œuvres qui a été acquise dernièrement. Pardon, excusez. Je ferai la recherche. Et puis sinon, de ce côté, je vais dans le tournis, il y a plus de mes œuvres. Et puis là, en fait, c'est un récit ça peut être plus ou moins de la poésie. C'est ce que j'ai écrit quand j'étais en voyage pendant 8 mois, qui m'a beaucoup, beaucoup influencée en fait sur les couleurs, sur ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et en gros, au final, tout est faisable. Hein. Et du coup, j'ai passé 3 mois en Russie, 1 mois en Mongolie, et je suis allée dans beaucoup de musées. Et l'art russe, l'art mongol, c'est complètement différent de ce qu'on connaît. Les couleurs sont parfois étonnantes, les associations, les traits, les techniques. Et oui, ça m'influence énormément. Et donc là, on arrive en fait dans mon entrée, qui me sert aussi de galerie. Donc c'est tout ce que j'ai fini. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas de moi. Il y en a 2, je pense, qui ne sont pas de moi. Le reste, c'est des œuvres que moi j'ai faites. Et en fait, ça me sert encore une fois à voir ce que j'ai fait, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, et à grandir à partir de là et aller de l'avant. Je vais vous montrer. Il y en a quelques-uns qui font partie du diaporama. Donc il y a celui-là. Après, il y a beaucoup de reflets. Du coup, je vous conseille vraiment d'aller les voir en vrai. Enfin, un vrai. Sur l'exposition virtuelle du coup du centre. Là, voilà, il y a les mains que j'ai dessinées. Ça, c'est un masque qui vient du Guatemala qu'un ami m'a ramené, que j'aime beaucoup. Et après, il y a des choses que vous ne verrez pas sur l'exposition parce que c'est une autre collection en quelque sorte. Donc des portraits. Et là, il y en a un que j'aime énormément, le rond, qui est là, qui est de la peinture acrylique sur bois. Que j'aime énormément, je ne sais pas pourquoi encore. Du coup, il est là pour que je l'analyse et pour que je vois pourquoi est-ce que ça me plaît, comment est-ce que je pourrais produire quelque chose qui a le même sentiment, en fait, qui me donne le même élan. Et donc, voilà, il y a un peu de tout. Et donc, on a fait le tour de mon studio. Donc, voilà. Est-ce que c'est parfois... je
bien choisir mes mots, étouffant d'être parfois toujours entouré de sa passion, de son travail, de son inspiration au quotidien. Est-ce que ça peut être parfois dérangeant ou... Quand c'est dérangeant, je les enlève. OK, bon, OK. Et j'ai une échelle qui est à côté de ma porte, qui est là, qui m'amène à une espèce de plateforme là-haut. Et là-haut, c'est tout ce que je veux pas voir, en gros. OK, j'aime bien. Mais au moins, c'est ça, tu as des solutions, t'as des solutions à court terme ou à long terme. Ouais. Et puis j'ai aussi, j'ai des bouquins partout, donc j'ai des bouquins dans mon escalier, mais j'ai vraiment des livres partout dans tout mon appartement. Ce qui fait que oui, je suis entourée de mes œuvres, mais je suis aussi entourée des œuvres de maîtres de la peinture, ce qui fait que je ne suis pas non plus étouffée par ce que je fais. J'arrive à prendre de la distance et puis voilà, avec ce que j'ai en cours que je ne veux pas voir, je mets le rideau par-dessus ou si c'est en petit format, je le tourne, comme ça je ne le verrai pas. Et des fois, effectivement, j'en ai besoin. J'ai passé un mois avec le rideau qui couvrait tout, aucune peinture qui a été faite parce que justement, j'étais coincée, je ne savais plus quoi faire. Bon. Ouais. Ouais. Non, je comprends. Puis du coup, si c'est pas indiscret, tu n'as pas de coloc, tu vis seule? Alors non, je ne vis pas seule, je vis avec mon partenaire qui travaille de nuit. Du coup, ça me permet de faire cette visite sans qu'il soit dans mes pattes. Mais du coup, non, c'est vrai que c'est pas évident pour peindre parce qu'il y a des fois où j'ai envie de peindre et il est là. Alors, j'ai réussi quelques fois à peindre en sa présence. Et je trouve ça, il est assez encourageant aussi, du coup c'était bien. Mais c'est vrai que généralement, j'ai besoin d'être seule quand je peins ou quand je dessine. Ça fait partie de mon processus. Il faut comment on dit? J'ai besoin d'être seule et vraiment de m'entourer de mes sentiments et de vraiment être en contact avec moi-même, avec mes émotions pour mettre quelque chose sur le papier. Du coup, s'il y a quelqu'un avec moi, commencer quelque chose, ça va être impossible. Ça va être du gribouillage. Je me sers souvent de lui en tant que modèle parce que ça l'embête pas et parce que comme ça, je peux quand même gribouiller quand j'ai envie de créer. Mais c'est vrai que sinon, il faut que je sois seule. Alors souvent, je peins la nuit avec un éclairage artificiel du coup. Et du coup, le lendemain matin, quand j'ouvre mes rideaux, je me dis bon, ça donne quoi? Et une fois sur deux, ça fonctionne. L'autre fois, je me dis, bon, on va améliorer ça alors, hein, parce que les couleurs sont pas tout à fait les mêmes, les tons sont faussés, sont plus agressifs que ce que je voulais. Et donc, j'adapte. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant de cette étape aussi de nuit, de création dans la nuit, de poursuite d'une œuvre dans la nuit. Ça apporte une autre dimension, comme tu dis, la couleur, mais aussi dans la rapidité du processus ou justement dans cette espèce de poésie-là c'est ça, de la noirceur. Ou, ouais, ça peut être super intéressant. Et il y a aussi, je sais pas si, je pense que ça arrive avec tout le monde, mais l'état d'esprit de nuit et de jour est aussi différent. Je sais pas si c'est notre cerveau qui fonctionne différemment ou si c'est, je sais pas exactement, mais du coup, je sais que personnellement, je suis beaucoup plus en contact avec mes émotions de nuit. Du coup, dans cet aspect, ça m'aide à commencer quelque chose. Ça m'aide pas à finir par contre, mais ça m'aide à commencer. Puis dans la série, si on peut, je me permets de poser des questions, mais si vous avez des questions, allez-y, hein, je ne veux pas monopoliser la conversation. Mais dans la série Vertige sur fond plat, tu nous présentes pour l'exposition virtuelle. C'est des plus petits formats. Oui. Ce que j'ai compris, en fait, c'est plus dans l'espace, justement, dans la possibilité de ton espace de création, que tu t'es remis peut-être plus à des petits formats. Puis, je me demandais, en fait, est-ce que c'est de l'acrylique? Parce qu'on voit qu'il y a du dessin aussi. C'est quoi toutes les techniques qui sont utilisées dans tes œuvres ou ceux que tu préfères dans les plus petits formats, disons? Alors, il y a deux réponses. La première partie, c'est des formats plus petits, effectivement, parce que en fait, c'est une époque où je travaillais sur mon grand format précédent qui s'appelle le rayon vert. The Thin Green Line en anglais. Donc, mes traductions, en fait, sont toujours... mes traductions des titres de mes œuvres ne sont jamais exactes parce que je suis traductrice.
Et mes titres ont tendance à donner un caractère un peu, pas magique, mais c'est pas j'ai pas les pieds sur terre quand je donne un titre. Et je veux permettre aux visiteurs, à la personne qui regarde, d'imaginer quelque chose qui n'est pas forcément sur le papier. Ce qui fait que souvent, l'émotion n'est pas la même si c'est une traduction directe. Ce qui fait que les gens, en fait, qui sont bilingues, ils gagnent. Parce que, du coup, ils ont les deux titres. Ouais. Donc voilà, mais donc oui, donc je travaillais sur ce grand format et en fait ce qui s'est passé, j'ai un gros mal de dos qui s'est mis en place et du coup j'avais toujours envie de créer mais je pouvais plus peindre en grand, du coup j'ai commencé à dessiner plus petit et il y a aussi ce côté qui est que j'ai fait du dessin de nu depuis que j'ai 18 ans je pense, en m'arrêtant pendant des années quand je suis venue au Canada, mais quand même c'est la pratique que j'ai qui est la plus continue en fait. Et du coup, j'ai voulu essayer d'utiliser ça dans les œuvres plus petites que j'étais capable de produire. OK. Et du coup, c'était vraiment un changement total de processus. Et là, je suis en train d'essayer d'allier les deux, d'allier le figuratif dans la peinture et dans les plus grands formats. Du coup, ça va être des expériences à n'en plus finir pour finalement arriver à quelque chose. Et donc, les plus petits formats, c'est effectivement figuratif et c'est effectivement du dessin. En fait, c'est du pastel et du fusain et du graphite du crayon gris. Mais j'utilise les pastels un peu comme on utiliserait de la peinture à l'eau. OK. Du coup, en fait, j'ai appris ça en regardant les œuvres de Joan Mitchell de la fin de sa vie. Elle a fait des petits dessins au pastel sec. Et il y en a un qu'elle a fait et je me disais, mais c'est celui que j'ai préféré. Et je me disais, mais comment elle fait ça? C'est impossible de faire du pastel avec avoir cet effet de peinture à l'eau, mais on a quand même les traits, les marques de pastel. Et donc, j'ai fait des expériences et j'ai finalement trouvé. Il faut d'abord dessiner avec de l'eau et après dessiner avec du pastel par-dessus. Hmm. Et après, jouer avec un pinceau pour faire bouger la couleur comme on veut. Ça a une subtilité qui est parfois pas évidente à attraper parce que du coup, en fonction des pastels qu'on utilise, en fonction des pigments qu'on utilise, ça donne de la couleur à l'eau ou ça n'en donne pas. C'est vraiment c'est une expérience à n'en plus finir. Mhm. Mais je trouve ça très amusant et puis comme ça allie le dessin et la peinture. Oui, j'avais trouvé, c'est ça, quelques morceaux. On pouvait, en tout cas pour moi, c'était comme un peu des aquarelles, mais des traits beaucoup plus foncés. Puis je me demandais quelle technique tu avais utilisée pour obtenir cet effet-là. J'aime beaucoup utiliser comme je suis autodidacte, je ne sais pas forcément comment utiliser les choses pour commencer. Et même si je sais quelle est la technique autorisée en quelque sorte, j'aime beaucoup sortir des chemins battus et essayer quelque chose de complètement différent, quitte à ce que ça ne marche pas. Parce que des fois, l'effet au final va être magnifique. Des fois, ça va être juste la chance, ça va être impossible à reproduire. Mais j'aime beaucoup faire des essais. Mm. Les essais, c'est toujours bien. Mais comme tu dis, quand tu travailles le fusain pour la pression du sol, mais après, tu aurais utilisé quand même un peu le fusain. Mais tu dis que c'est le graphite davantage dans Oui. mais tu n'utilises pas de fusain du tout. J'utilise un tout petit peu de fusain pour quand je veux vraiment aller très très foncé dans le noir, mais Ouais. aussi l'idée derrière ce vertige sur fond plat, c'était de ne pas représenter les personnages et côtés figuratifs de façon trop marquée, et en Mhm. fait que ça se fonde dans l'arrière-plan, histoire que l'œil se perde un peu et qu'on doit vraiment se pencher dessus pour savoir, ok, qu'est-ce qui vient devant, qu'est-ce qui vient derrière, Mhm. comment est-ce que ça fonctionne. Et si j'avais utilisé du fusain pour vraiment noircir tout ça, ça n'aurait pas eu cet effet de flottement, je pense. Oui, définitivement. Définitivement.
Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Je veux pas... Moi, j'ai plein d'autres questions, mais je me suis... Puis surtout avec Sonia Delaunay, là, on dirait que cette artiste-là est incroyable, avec son mari aussi, puis Oui. qui ont fait beaucoup... Ben, Sonia, Madame Delaunay, en tout cas, bref, Sonia Delaunay, majoritairement, même s'est intéressée beaucoup à la couture, au textile, à la couleur du textile et tout. Est-ce que c'est quelque chose, toi, un jour qui t'a intéressé, qui va peut-être t'intéresser, qui t'inspire un peu le textile ou c'est davantage ses couleurs? J'ai toujours cousu. Je pense que c'est le premier truc créatif. Non, pas le premier. Non, mais j'ai commencé à coudre quand j'avais 15 ans parce que j'arrivais pas à trouver des habits qui me plaisaient. Du coup, j'ai commencé à me faire mes habits. Ah, OK. Alors, j'ai quelques robes, quelques jupes, un pantalon, des sacs, des trucs. Mais c'est, encore une fois, comme je suis autodidacte, c'est des choses qui me prennent du temps parce qu'il y a des ratés, après il faut que je reprenne tout ça. Et c'est vraiment, je le fais pas parce que c'est une passion, ça, je le fais parce que j'ai pas le choix si je veux porter quelque chose qui me plaît. Ouais. Mais non, bah là, j'utilise un peu de tout. J'utilise la photographie, j'utilise les textiles, j'utilise la peinture, le dessin. J'aime beaucoup faire des mobiles. Je fais la sculpture, ça m'a toujours tenté, mais bon, encore une fois, j'ai pas la place. L'espace, ouais, c'est ça. Mais c'est tout ce qui peut me passer par la tête, qui est un peu loufoque. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie que ce qui est dans ma tête prenne vie. Ben, c'est tout à ton honneur et à notre plaisir aussi, au plaisir de nos yeux au final. C'est nous qui gagnons oui. de ça, je crois, oui. Puis, est-ce que, vu que tu as commencé à dessiner, tu disais, bon, tes dessins, tes portraits et tout, depuis que tu as 18 ans, puis tu as déménagé à Vancouver par la suite, ça a pris un gros temps d'adaptation pour t'intégrer dans la scène culturelle artistique vancouveroise ou... Ça m'a pris beaucoup de temps, mais en fait, c'est parce que c'était un choix de vie, dans le sens que je me suis vraiment focalisée sur mon immigration, sur réussir mon immigration, donc réussir à gagner ma vie, faire toute la paperasse qu'il faut. Et une fois en fait que j'ai eu la citoyenneté, c'est à ce moment-là où tout ce que m'avait dit mon ami, mon mentor, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment d'essayer maintenant, j'ai plus rien à perdre. Mon immigration est réussie. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas prendre les risques que j'ai envie de prendre. Et du coup, je me suis relancée dedans et ben, ça a été un tourbillon. Ben, c'est ça. Puis, tu as un site web incroyable, super bien monté, super bien fourni en photos, mais aussi en explications. Tu as eu plusieurs expositions aussi dans différents lieux à Vancouver. Donc, ça semble être une lancée qui ne s'arrêtera pas là, de sitôt là, à Vancouver, du moins. Ça me fait un peu peur parce que justement, ça se passe tellement vite que je me dis, ben, à un moment, ça va s'arrêter et tout va s'effondrer et je vais m'effondrer avec. Non. Alors, il faut que je continue à produire, il faut que je continue dans cet élan et puis avec un peu de chance, ça fonctionnera. Avec les beaux jours, avec les beaux jours, ça devrait être bien. Est-ce que justement le confinement pour toi est porteur de création, de créativité ou ça peut bloquer un peu, le confinement volontaire, ça peut bloquer un peu la créativité autour de ça? Ça a pas aidé la créativité, mais en fait, ça m'a aidé dans le sens où je savais qu'il y avait une échéance pour une demande de bourse avec le Conseil des arts du Canada. Et je voulais faire cette demande de bourse et du coup, ça m'a permis de vraiment me plonger dedans et de faire ça bien. Et ça m'a pris à peu près un mois de mettre mon projet sur pied, de vraiment réussir à l'expliquer correctement, de faire les recherches qui allaient avec la demande. Et du coup, en fait, je me suis lancée dans cette démarche encore de paperasse. Et du coup, je me suis retrouvée à faire quasiment que de la paperasse pendant tout le confinement. Donc maintenant, ça y est, je me dis, la paperasse, ok, on arrête. Et je me remets dans la peinture. Mais il va falloir que je continue avec ce grand truc. Ce grand truc. En plus, maintenant, il y a le déménagement qui s'annonce, mon déménagement. Et du coup, je me dis, il faut vraiment que j'arrive à le finir parce que quand je déménagerai, je n'aurai pas de studio immédiatement. Et si je roule ma peinture, quand je la déroulerai, je ne pense pas que je la continuerai. À mon avis, elle va être découpée en petits morceaux. Et puis, je ne sais pas, il faudra voir.
Du coup, il faut vraiment que je me motive pour m'y remettre et pour continuer à prendre des risques dessus. Puis ces grands formats-là, est-ce que c'est des formats éventuellement que tu montes sur cadre ou tu les gardes? Non, Pardon, donc il n'y a pas de cadre autour. C'est monté, il y a un cadre derrière, Mhm. mais il n'y a pas de cadre autour. Celui que j'ai fait là, celui que j'ai en cours, je ne sais pas si je peux vous montrer. Il y a du Painter's Tape qui est tout autour. Mhm. Parce que là, c'est un essai que je fais justement, comme il n'y aura pas de cadre, je vais voir avec une bande vierge de peinture ce que ça donne. Ça remplace en quelque sorte le cadre. Est-ce que ça va Hmm. fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Encore un essai. Ouais. Hmm. Bon. Mm. Plein d'essais. Plein de. Ben, c'est bien, c'est super. Puis comme tu dis, ben, tu as encore un peu de temps avant ton déménagement. Donc, mais c'est sûr que tu dois laisser, vu que c'est pas de l'acrylique que tu utilises, tu disais. Si, c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique, OK, oui. C'est pas de l'huile, pardon. Donc, Ça sèche plus vite, oui. c'est ça. Donc, ça te permet quand même de ne pas attendre des mois avant que ça soit complètement sèche, puis pouvoir les rouler et tout, là. Donc, Non, ouais. exactement. Après, quand il faut faire attention, par contre, quand on la roule, parce que ça prend pas longtemps à sécher, mais il faut attendre, je crois que les recommandations, c'est 1 mois, Mhm. histoire que ça sèche vraiment de l'intérieur. Ouais. Et donc, si je le roule, il faudra absolument que je le déroule quand je l'amène là-bas pour justement que ça sèche bien comme il faut. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Parce que sinon, ça peut. Puis, est-ce que tu les fixes? Est-ce que tu fais un traitement spécial avant de les rouler ou tu les. Alors, le précédent, je n'ai pas fait de traitement parce que j'avais une exposition dans une brasserie qui avait assez d'espace pour le mettre. Du coup, je n'ai pas eu le temps de faire le traitement. Je l'ai mis là-bas directement. Maintenant, il est roulé. Du coup, ça va être assez difficile de faire un traitement. Mais à terme, oui, j'aimerais mettre un revêtement, une finition en fait dessus qui est un peu comme. C'est pas un vernis, mais c'est une couche qui brille presque pas et qui OK. protège la peinture et qui permet que si on renverse quelque chose dessus, par exemple, si quelqu'un a une bière et que, allez hop, la bière, elle se balance sur le tableau, on peut mettre un coup de chiffon et on peut nettoyer cette tache. Ah, oh, c'est bien. Donc ça, à terme, quand j'aurai l'espace et quand je pourrai tout dérouler, je ferai ça. OK. Bon, ben, super. Moi, j'arrête pas je monopolise toute la conversation. Hein. Je sais pas si s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions. Moi, l'histoire, l'art, en fait, c'est pas mal mon créneau. Là. Je travaille au centre culturel en tant que dans la production d'événements, mais c'est plus, j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art, donc je pourrais en parler puis te poser des milliers de questions, mais je veux laisser aussi la possibilité à nos autres auditrices s'ils ont des questions sur ta pratique ou sur la vie de la vie artistique à Vancouver, peut-être, ou je sais pas. Sinon, moi, j'ai peut-être une question. À Vancouver, est-ce que tu trouves que le milieu artistique est stimulant? Est-ce que tu trouves que le réseau se supporte ou c'est plus chacun dans son coin? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est facile à répondre. Je ne connais pas du tout non plus le milieu à Vancouver, là, mais ouais. Par le Centre culturel francophone et par l'organisation qui s'appelle Le Collectif, qui est hébergée dans les locaux, il y a plus une cohésion, il y a des rencontres de temps en temps. Du coup, ça, c'était intéressant de rentrer dans ce groupe parce qu'effectivement, tout le monde se connaît, c'est un petit groupe, c'est très convivial. Par contre, dans le reste, je dirais niveau motivation, la ville n'est pas terrible parce que c'est comme partout au Canada, je suppose, c'est très cher d'aller au musée. Mm. Et du coup, faut avoir les moyens. Les musées ferment tôt en plus. Donc, quand on a finalement le temps d'aller au musée, le musée est fermé. Du coup, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas évident. Et puis, la galerie d'art de Vancouver, l'éclairage est pourri. Donc ça, je m'en plains depuis des années. Ouais. J'espère que quand ils vont construire la nouvelle Le nouvel espace, ouais. galerie, ce sera mieux. Mm. Parce que alors là, quand on est à la galerie de Vancouver, il faut se mettre sur un côté, il faut se mettre sur un autre côté, il faut se mettre sur la pointe des pieds pour voir si on peut voir sans reflet. Non, il y a toujours des reflets.
Donc ça, oui, à ce niveau-là, c'est pas terrible. Et là, en fait, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, CARFAC a lancé des rencontres bimensuelles, une fois par semaine, et on se rencontre, on prend un café à distance, par café virtuel. Et c'est super aussi parce que là, je commence à connaître des artistes de la région. Mais sinon, je trouve que vraiment les gens, il faut faire partie d'un petit groupe qui se réunit souvent. Et là, je commence à connaître les artistes qui sont autour. Pareil, il y a un groupe de dessin qui se rejoint à Basic Inquiry, qui est sur Maine. Eux, ils ont des cours de dessin tous les jours, 2 fois par jour, souvent. Et du coup, voilà, ce groupe est encore assez cohésif. Tout le monde se connaît, ça se passe super bien. C'est encore une association. Donc, quand on rentre dans les associations, on commence à connaître les gens autour, mais sinon, c'est assez différent. Il y a le snobisme de Vancouver qui prend le place sur beaucoup de choses. OK, super. Je crois qu'on a une question. Je ne peux pas activer mon micro, il y a du bruit. Julia qui demande quels sont les projets créatifs à venir. Ah, elle ne peut pas activer son micro, il y a du bruit derrière. Donc, les projets créatifs à venir, alors j'ai celui pour lequel j'ai déposé une demande de bourse avec le Conseil des Arts. Ça, c'est un énorme projet qui, s'il fonctionne, il va prendre des années et des années. Parce que je voudrais, donc avec la peinture abstraite que je fais, en fait, je voudrais construire une structure dans laquelle une personne pourrait rentrer et pourrait marcher à l'intérieur d'une peinture abstraite et pourrait justement la faire bouger dans tous les sens parce que ce serait une boule géante. Donc ça, c'est un projet que j'ai à cœur depuis plusieurs années maintenant, et tous les gens à qui j'en ai parlé, ils me disent mais t'es folle, ça marchera jamais. Sauf qu'il me tient tellement à cœur que je me dis il faut que j'essaye. Du coup, on verra en fonction de cette demande de bourse que je fais, parce que ça va coûter assez cher de réaliser déjà un prototype pour voir si ça peut fonctionner, et puis après de le faire en plus grand, ça coûtera encore plus. Mais donc voilà, je suis dans le stade de la recherche pour ça, et c'est quelque chose qui peut-être que quand je serai retraitée, je le verrai enfin, ma création un jour, et on verra. Et sinon, pour des choses plus immédiates, donc c'est comme je disais, j'aimerais allier ma pratique abstraite et ma pratique figurative. Et attendez, je vais vous montrer un des portraits que j'ai fait là-bas. Donc je vais redescendre. Et donc, en fait, je voudrais réussir à faire des portraits géants en peinture acrylique mais donc les portraits ce serait pas du réalisme. C'est bâtonné. Je ne sais pas si vous pouvez voir, celui qui est là. Donc l'idée, c'est de représenter quelque chose comme ça, mais en très très grand, encore une fois, et en peinture acrylique. Donc ça, c'est du pastel gras. Donc ça, c'est un projet assez, mais qui va me demander du temps. Pardon, on n'a pas. Moi, j'ai pas entendu la dernière phrase. Je sais pas si c'est mon écoute, mais tu disais c'est pas du pastel gras ou c'est du pastel gras? Oui, c'est du pastel gras, celui-là que je vous ai montré. Et donc, je vais essayer de faire la même chose, le même effet en peinture acrylique. OK. J'ai fait, je vais vous montrer, j'ai fait des petits essais hier soir. Mais alors, par contre, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop petit comme essai, parce que je veux le faire très grand. Et donc, voilà, c'est trois petites mains. Donc, j'essaye de faire ce même rendu très coloré, mais en même temps qui, à terme, représente quelque chose, représente des mains, représente un portrait. Et donc, ça c'est beaucoup trop petit, je me suis rendu compte, parce qu'il faut que ce serait plutôt de la peinture au couteau. Et donc, là, il me faudra un micro-couteau que je n'ai pas à la maison. Et comme tous les magasins sont fermés, je ne peux pas en acheter. Et donc, voilà, ça c'est l'idée à plus court terme. Puis pour merci Julia pour ta question. Pour ces inspirations-là pour l'anatomie humaine, tu disais que ton partenaire était souvent ton D'ailleurs, c'était lui. Ton modèle. Lui, le portrait que je vous montrais, c'est mon partenaire.
Puis pour les mains, est-ce que tu fais d'après modèle aussi ou tu fais davantage avec des photos? Est-ce que c'est tes propres mains? Parce que la main, c'est quand même, ça semble revenir beaucoup là, dans Vertige sur fond plat. Ça a quand même été, ça a pris une place assez importante dans cette exposition-là, du moins. Donc, Tout à fait, parce que, alors, je cherche à faire toujours des œuvres qui expriment quelque chose, au moins pour moi, et j'espère pour les autres aussi. mhm, Sauf que bah, les portraits, ça exprime des choses si on connaît la personne. Donc, mhm, j'ai essayé d'aller plus loin et d'éviter les portraits, les visages de gens qu'on peut reconnaître, parce que bah oui, ça me parle à moi, c'est mon partenaire, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est un ami. Mais du coup, ça va beaucoup me parler à moi, mais pas aux autres. Du coup, les mains, c'est quelque chose qui est très, très, très expressif et qui est anonyme. Du coup, ça peut aussi s'appliquer à tous. mhm. J'ai fait beaucoup de dessins de mains avec des modèles. Mes mains me servent beaucoup aussi. Mais comme effectivement, j'ai du mal à dessiner ma main quand je peins, mes mains bougent. Du coup, j'essaye de prendre des photos de mes mains et après de travailler d'après ces photos. Parce que souvent, l'éclairage est pourri. Du coup, il faut que je remette ma main à peu près dans la position, à peu près comme il faut. Et c'est pas évident. C'est beaucoup d'exploration et tout. C'est super intéressant. Mhm. On a une autre question de Julia, je crois. Qui me dit quel est le lieu le plus insolite où je voudrais exposer mes œuvres? Oh, Très bonne question c'est une que très bonne je question. vais poser d'ailleurs. Pour mon grand projet que à terme j'aimerais voir reprendre jour, j'ai envie de le voir dans des parcs autour du monde. Ce serait génial. Comme ça, ce sera interactif, gratuit pour les gens. Ils peuvent rentrer dedans, s'amuser un peu, ressortir. Après, pour les œuvres en deux dimensions, je vais devoir y penser. Parce que c'est une excellente question. Ben, l'œuvre, je crois, l'œuvre que tu parlais, que tu veux que ça soit une œuvre vivante, je pense que le lieu en lui-même de l'œuvre, ça le rend un peu, pas insolite, mais ça le rend assez différent là, de être dans le lieu lui-même et l'œuvre. Mais après, où le déplacer aussi, cette œuvre-là, ça peut être... J'aimerais le jour où ça se passe, j'aimerais vraiment que ça voyage bah, déjà au Canada et puis après dans le monde entier, ce serait super. Oui, définitivement. Bon, mais super. Mm. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir d'autres choses sur la pratique d'Elsa. Elsa, tu veux nous dire autre chose sur ta pratique? La parole est à vous. Sinon, on peut aussi, voilà, je ne sais pas, c'est libre à vous. Moi, je sais que j'ai posé mes questions, j'ai pris mon temps de parole, je l'ai bien utilisé, mais ensuite, voilà. Donc, Ah, on a Moi, pas eu. j'ai une petite question. Oui. Au sujet de la grande œuvre que tu peux réaliser, si tu le fais d'un studio, pour la sortir du studio afin que ça puisse voyager, tu vas la créer de façon que ça puisse être en morceaux pour la sortir. Tout à fait. Donc, c'est vraiment la mécanique doit vraiment être étudiée. Le côté, bah, j'ai besoin de m'entourer d'ingénieurs. Et en fait, j'ai trouvé un groupe à Vancouver qui s'appelle It Art Foundation et qui OK. font des sculptures géantes, entre autres pour le Burning Man, pour le festival du Burning Man. Ah ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que tout le monde pense que c'est un festival de drogue, alors qu'en fait, pas du tout. C'est la création, puis il faut monter un dossier, je crois, pour participer au festival et tout. Oui, 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 c'est assez difficile en fait de participer. Et c'est un festival en gros, carbone, carbone footprint, comment on dit ça déjà? Empreinte carbone neutre. OK. Et du coup, en fait, c'est cette organisation qui s'appelle Eat Art fait des sculptures géantes qui fonctionnent avec le ciel, avec le soleil, avec le vent, l'énergie kinétique, avec les personnes qui les activent. Et donc, c'est des gens qui pourraient vraiment m'aider à terme. Si ça fonctionne, du coup, je suis en train de me rapprocher de cette organisation et en espérant Oh, que je puisse un peu travailler avec eux. super intéressant. Mm.
Mais oui, il va y avoir des questions mécaniques assez importantes. Merci Muriel pour votre question. D'autres questions, Julia, peut-être? Je sais pas si Julia est en train d'écrire une question, je crois. C'est ça la possibilité du live aussi, le chat. La plateforme est quand même intéressante pour ça. On peut se rejoindre sous différents... Ah, voilà. Julia me demande quand est ma prochaine exposition. C'était avec vous, avec le centre culturel. Bah là, maintenant, je mets tout en attente parce que j'ai pas envie de faire de dépôt de dossier ni rien parce que je sais pas, on sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas ce que ça va donner. Et ça permet aussi de me renouveler et ça me permet de me lancer dans ce nouveau projet justement d'allier l'abstrait et le figuratif et d'arrêter de faire de la paperasse et de peindre. Donc, une fois que je vais déménager, je m'y lance à fond. Ben, c'est sûr c'est dommage de faire déposer pour des dossiers puis savoir que ça se fait pas, c'est aussi décevant pour l'artiste, pour le lieu aussi d'exposition, donc je comprends que... Tout à fait. Et puis tout est en limbo en ce moment, on sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas ce que ça fait. Du coup, les quelques appels qui sont encore en cours, c'est souvent des appels pour des expositions digitales. Et niveau publicité, c'est pas mal, mais je trouve que par rapport au travail que ça me demande, et j'ai déjà un site web qui est plutôt bien mis à jour, je me dis que je vais attendre de renouveler. Et puis à ce moment-là, je ferai des efforts pour faire des démarches. Ouais. C'est toujours bien d'avoir le contact, le contact de l'œuvre. Muriel, une question? Oui, j'ai une question au sujet de ton exposition virtuelle. Est-ce que c'est toi qui as pris les photos? C'est toi qui as fait le montage visuel? C'est moi qui ai pris les photos, mais c'est l'équipe du centre qui a fait le montage. Okay. Les photos sont vraiment bien. Ah, merci. Oui. Ça me demandait pas mal de travail aussi. Mais oui, j'essaye de penser à prendre des photos avant d'encadrer, parce qu'une fois que c'est encadré, il y a des reflets partout. Et ça pose aussi un peu des problèmes à ce niveau, parce que justement, une fois que c'est encadré, l'œuvre a une émotion différente, parce qu'il y a le cadre qui est autour, le cadre est super important, ça modifie énormément l'œuvre en elle-même. Et sauf que je ne peux jamais prendre des photos de mes œuvres une fois encadrées, parce qu'il y a tellement de reflets que ça ne veut rien dire. Donc, c'est pas évident à ce niveau-là. Donc, oups, oui. Non, allez-y, pardon. Ah, non. Donc, tu tiens ça en compte lorsque tu fais des œuvres, tu les prends systématiquement en photo. J'essaye. Il y en a pas mal qui sont passés sous le radar et qui ont été encadrés avant. Et il y en a quelques-unes du coup que j'ai dû ressortir, prendre en photo, réencadrer. J'essaye d'éviter de faire ça parce que ça me demande tellement de travail que ça vaut pas le coup. Merci de ta réponse. De rien, merci de la question. Puis, en fait, tu les mets sur parce que puisque tes œuvres est-ce qu'elles sont toujours sur des fonds blancs? Est-ce que tu les mets dans un certain endroit? Tu attends un certain moment de la journée pour les prendre en photo ou... Non, alors, c'est ce que je devrais faire. Donc, l'idée, c'est effectivement de le mettre sur un endroit complètement blanc, de prendre des photos toujours à la même heure de la journée. Moi, je fais ça un peu quand c'est possible de le faire. Du coup, j'ai de la chance, mon éclairage est à peu près tout le temps le même. Parfois, je dois passer ça dans Photoshop ou dans quelque chose comme ça pour faire que les blancs soient blancs. Mais je fais toujours très, très attention. À part, il y a une œuvre que j'ai jamais réussi à prendre en photo comme il faut qui s'appelle Pluie d'été, avec les pieds dans les flaques de couleur. Celle-là, j'ai jamais réussi à prendre une photo correcte parce que chaque fois, le temps n'était pas bon, les couleurs étaient saturées. Du coup, je sais pas si je pense pas l'avoir soumise pour l'exposition parce que justement, j'ai pas une photo qui rendait ce que j'ai voulu faire. Ouais, c'est sûr que c'est toujours un peu compliqué la prise de photos, mais c'est vrai que comme Muriel le soulignait, tes photos elles sont magnifiques, puis tellement claires, tellement nettes, qu'on se pose même pas la question est-ce que c'est une photo dans le sens l'œuvre
est vraiment nous apparaît directement. Il n'y a pas il y a le cadre, il y a un reflet, il n'y a rien. C'est l'œuvre qui prédomine. Donc, ouais. Ça, C'est bon à savoir. On va continuer comme ça alors. Bon. Ben, je vous remercie. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres questions. Sinon, je pense qu'on peut terminer ici si ça vous convient. Je vous remercie d'avoir été là puis d'avoir été aussi intéressé aux œuvres, à l'exposition d'Elsa. Merci, Elsa, de nous avoir reçus chez toi dans cet atelier multifonctionnel, milieu de vie. C'est super intéressant de voir. On n'a pas souvent cette possibilité-là de voir l'envers du décor. On le voit souvent pour les films ou des choses comme ça, mais pas nécessairement pour un artiste visuel, peintre et tout. Donc, c'est super intéressant de voir tout ça. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Merci à vous de m'avoir permis de faire ça et merci aux participantes. Puis on te souhaite la meilleure des inspirations, la meilleure des chances aussi pour la demande de subvention que tu as fait. Puis au plaisir de voir cette œuvre immersive un jour, voilà, créée. Je vais tout faire pour. Bon, ben super. Ben, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. Puis, si vous avez encore la chance de retourner voir l'exposition d'Elsa sur le site, ou sinon le site d'Elsa qui est super bien fait, c'est vraiment, ça vaut le détour. Merci à toutes. Passez une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.